Les choses commencent très très fort avec le convoi dans la ville. La tension, elle est très palpable à ce moment-là. Ça se bouscule, ça se met des coups de coude, des coups de pied, il y a des regards, il y a des paroles intimidantes. C'est vraiment, c'est vraiment coton à gérer, je pourrais dire. Mais c'est en même temps ce qui fait le charme de cette course. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Joies du sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce podcast, je t'invite à découvrir des invités passionnés qui partageront leurs projets sportifs, qu'il s'agisse d'une aventure personnelle ou d'une course officielle. Chaque rencontre se déroulera en 2 temps. Dans la première partie, enregistrée quelques semaines avant le grand jour, nous plongerons dans le parcours et la préparation du projet de notre invité. Nous découvrirons comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement, ainsi que ses attentes et son objectif sur ce défi. La seconde partie intervient après l'événement. Qu'elle soit couronnée de succès ou parsemée de difficultés, l'invité partagera son expérience lors d'un débriefing complet, et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Maintenant que tu connais le concept, si tu souhaites partager ton futur projet sportif, je t'invite à me contacter via mon Instagram @lesjoiesdusport.podcast. Cela te permettra de suivre toutes les infos et actus du podcast. L'épisode du jour sera l'occasion de parler d'un sport qui n'a pas été encore abordé sur ce podcast. Car aujourd'hui, je reçois Valentin Madoulo, pilote motocross et spécialiste des courses sur sable. Lors de cet épisode, nous allons découvrir le parcours sportif de Valentin et ce qu'il a mis en place pour progresser dans cette discipline. Depuis ses débuts en motocross jusqu'à sa prochaine course, qui sera le sujet du jour, l'Enduropal du Touquet. Avant de commencer l'épisode, je tenais également à remercier les personnes qui ont participé en répondant présent sur les réseaux. Bonjour Valentin, alors déjà dans un premier temps, comment tu vas ? Bonjour à vous tous, bonjour Alexandre. Écoute, ça va super bien. On est en pleine saison, donc en pleine activité. Tout va bien. Écoute, c'est l'occasion par ce podcast de pouvoir échanger sur ma passion, sur mon bientôt mon métier. Du moins, j'aspire à ça. Donc c'est super. Je suis content de faire ce podcast avec toi. En tout cas, merci encore d'avoir répondu présent, malgré que je t'ai contacté un petit peu tardivement. Merci encore à toi. Et on va commencer par la première question qui est un petit peu un rituel sur ce podcast, à savoir quel a été le premier sport qui t'a passionné ? Le premier sport qui m'a passionné, si on prend voilà le mot passion au pied de la lettre, c'est vraiment le motocross. Il y a plein de sports auparavant que j'ai essayé qui m'ont plu. Hein, ça je peux pas le nier, mais vraiment si on parle de passion, le seul sport ça a été le motocross. Également, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Mais donc je m'appelle Valentin Madoulo, j'ai 21 ans, je suis pilote Yamaha pour l'écurie Dragon Tech New Bike et voilà, je suis semi-professionnel. Quel âge alors du coup tu as découvert la moto ? Est-ce que tu as commencé d'ailleurs par la motocross en premier ? J'ai commencé par, on va dire, je dirais pas des sports banals parce que chaque sport est spécial. J'ai commencé plus sur du tennis, sur du judo. Mon père était judoka. Il avait un niveau national et il m'a tout de suite mis sur un tatami. Donc j'ai essayé ça pendant quelques années. C'était pas quelque chose, ça me plaisait, mais c'était pas un sport qui m'était très familier. Je me sentais pas vraiment à ma place en quelque sorte. Donc voilà, j'ai essayé quelques sports dans ce genre, mais c'est vraiment la moto qui m'a plu de suite. Mon père faisait quelques roulages dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Il avait une moto, il faisait quelques roulages de temps en temps et j'allais le voir. J'étais avec lui sur les circuits. Au début, c'était plaisant, hein, c'était un plaisir d'y aller et au fur et à mesure, ça m'a vraiment intéressé et je lui ai demandé à l'âge de 4-5 ans de m'acheter une moto pour essayer, en pur plaisir. À l'époque, c'était un Piwi de chez Yamaha, justement, un Piwi. Il m'a acheté cette moto, j'ai essayé. Ça m'a beaucoup plu, donc on a fait des entraînements et après, on est parti sur un cursus un peu plus sérieux des compétitions, mais je pense qu'on va y venir après.
Ouais, on va venir juste après. Pour situer un petit peu les compétitions, c'est à partir de quel âge que t'as commencé ça? Ma première compétition, elle était à 6 ans. D'accord, donc t'as pu commencer tout de suite, enfin assez rapidement en fait à faire de la compétition du coup. Ouais, c'est allé assez vite, ouais. Bah, la toute première catégorie, hein, vraiment les poussins, quoi. C'est la catégorie qu'on appelle les poussins de 6 à 8 ans, il me semble. C'est en 50 centimètres cubes. C'est ouais, vraiment les toutes premières catégories. Et ça, c'est 50 centimètres cubes, c'est des motos qui vont à peu près à combien en termes de vitesse? En termes de vitesse, je pourrais pas trop donner les chiffres exacts, mais c'est des machines qui n'ont pas de vitesse, pas d'embrayage. Voilà, c'est un moteur, un tout petit moteur, un tout petit châssis, des toutes petites roues. C'est vraiment pour débuter et apprendre, mais quand même pour faire un peu de compétition à niveau départemental et régional, hein. Mais ça a permis un apprentissage vraiment, vraiment en place pour la discipline. Et tes premières années en tout cas de compétition, toi tu les as pratiquées sur quel type de terrain en fait? C'est sur des terrains motocross, supercross? Ça se passe comment en fait à cet âge-là? À cet âge-là, on reste quand même dans le basique, hein. On reste sur des terrains motocross assez simples. Une texture, voilà, toujours la même, la terre, le sable, ça vient plus tard. Déjà, il faut une machine qui pédale un peu, on va dire ça comme ça. À 50 dans le sable, c'est très 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 compliqué. Et alors si tu veux justement vu que tu abordes le sujet, heu, on va y venir. La course sur sable, en fait à quel âge toi tu découvres, cette discipline déjà? Qui est une discipline en soi dans le motocross? Cette discipline, je l'ai découvert à l'âge de 10 ans et demi à peu près, à un ami à mes parents qui pratiquait ça et qui nous en a parlé et on s'est dit pourquoi pas, on va essayer une journée dans le sable et tout de suite il s'est passé quelque chose. Alors c'était un peu paradoxal parce que tout de suite j'ai accroché, mais la première journée que j'ai fait sur un circuit de sable, je suis tombé 28 fois. Et, Ah ouais quand même. et c'est vrai que quand on est petit entre guillemets avec une petite machine et qu'on fait ça par passion, on se dit bon, c'est pas ultra plaisant, mais j'y suis retourné et depuis j'ai rien lâché. Et à cet âge-là, en tout cas vers les 10 ans, tu fais combien de roulages, je sais pas comment ça marche, par semaine, par mois? En termes d'entraînement, comment ça se passait? Tu avais un club? C'était juste une pratique libre? Bah ouais, ouais, j'étais déjà depuis mes 5 ans, j'étais dans un club à quelques dizaines de kilomètres de chez moi, c'était Raidon, Grégory Rousseau, et je faisais partie de ce club. Par rapport à une semaine type, les roulages, déjà il y a l'école. Enfin, mes parents m'ont bien éduqué à ce niveau-là. Scolaire, le côté scolaire passait avant tout. D'accord. Passait avant la moto. Donc on était à pas plus de 2 roulages par semaine, hein, samedi et dimanche quand on pouvait. Ouais, donc tout le week-end, en tout cas, était consacré presque, uniquement à la moto. Moi, je pensais qu'à ça, je voulais faire que ça. Évidemment, c'était au centre de mes intérêts. Mes parents étaient déjà à cet âge-là, à ce moment-là, euh, bien à fond dedans. Il y a certains moments, c'est sûr que on s'accordait des week-ends, ce qui est totalement normal. C'était bien moins intensif qu'à l'heure actuelle, mais c'était déjà bien au centre des intérêts. Et le week-end, c'était moto. Ouais. Et à partir de quel moment, en termes de compétition, tu as senti que, voilà, c'était quand même, ton sport et que tu avais des choses, à faire niveau compétitif dans cette discipline? J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose à faire quand j'ai eu la démarche de pas mal de sponsors privés qui sont arrivés, qui ont cru en moi, et également aussi quand j'ai fait des bons résultats en, en compétition nationale et européenne. Je me suis dit, d'une, c'est ma passion, ça me plaît énormément. J'aspire qu'à ça, je veux faire que ça. Et en plus de ça, ça suivait, les résultats suivaient un peu derrière, avec toujours le côté scolaire qui était une obligation pour pouvoir justement le week-end aller faire ce que j'aime. Euh, donc en fait, je me suis jamais vraiment posé la question. J'ai toujours voulu faire le mieux possible dans ma passion.
Et au fur et à mesure du temps, les choses se sont avérées que je pouvais potentiellement en vivre. Et donc, jusqu'à l'heure actuelle, je travaille pour. Tu en as parlé en introduction de l'équipe Yamaha Dragon Tech. À quel moment, quelle période de ta vie vos chemins se sont croisés et comment ça s'est fait? Jusqu'à, alors que je me remémore bien, c'était ma première année en catégorie junior, en 250 cm3. J'ai fini troisième à l'Enduropal du Touquet, donc avec une moto privée, avec une équipe privée qui est ma famille, mon père, ma mère et quelques partenaires privés. J'ai fait troisième en catégorie junior et j'ai reçu un appel quelques jours après de Jean-Claude Mousset. Donc Mm. c'est un ancien Top Gun hein, de la discipline qui a gagné 4 fois le Touquet, qui a travaillé chez Yamaha. Et c'est de là que ça fait. Grâce à cette relation, j'ai eu une proposition que j'ai acceptée. Depuis toujours, Yamaha, ça a été personnellement une marque, une façon d'être, une façon de fonctionner qui m'a toujours plu. Je me sentais bien et donc j'ai accepté et c'était l'occasion aussi de pouvoir commencer à entre guillemets exploser. Le jour où tu as reçu cet appel, qu'est-ce que tu as ressenti? Euh, Quand on reçoit des appels comme ça, déjà il y a une croyance qui n'est pas présente à 100%. On n'y croit pas vraiment. Et donc l'appel se fait évidemment, il se termine et il faut un peu de temps pour assimiler l'info et il faut aussi du concret, c'est-à-dire qu'il faut commencer à voir la personne, commencer à faire les démarches, à changer les motos, changer les couleurs, tout ça. Et c'est vrai que plus ça avance, plus on y croit et quand on est sur la machine, on se dit ça y est, on y est et c'est incroyable, c'est incroyable. En tout cas, ça se ressent, en tout cas, au niveau de comment tu le racontes, ça se ressent que c'était un moment, en tout cas, incroyable. Et je pense que c'est sûrement, en tout cas, peut-être un des tournants, en tout cas, au niveau de ta carrière sportive dans cette discipline. Et je veux savoir, juste, du coup, tu es passé, pour être sûr du cheminement, donc tu es passé du team privé, donc qui était principalement ta famille avec quelques sponsors, à directement au team Yamaha Dragon Tech. Exactement. Ouais, D'accord. je suis passé de privé au meilleur team existant pour la spécialité des courses sur sable, ça c'est sûr. Parce que dans cette équipe, t'en as pas encore parlé, mais est-ce que tu peux nous citer qui sont tes coéquipiers? Mes coéquipiers actuels, c'est Milko Potisek, qui est 3 fois vainqueur de l'Enduropal du Touquet. Euh, et le deuxième coéquipier, c'est Todd Kellett, qui lui a gagné une fois l'année dernière. Et qui, voilà, c'est deux coéquipiers qui aspirent et qui travaillent à gagner une nouvelle fois l'Enduropal. Et pour me situer un peu dans le team, moi je suis le petit jeune qui a beaucoup de potentiel, qui peut y arriver et qui est tout le temps avec les deux Top Gun. Et le fait de rejoindre ce team où tu as ces 2 pilotes quand même qui sont, qui ont un niveau quand même assez exceptionnel, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi personnellement? Pour parler au sens large, que ça soit le team, ma situation ou le sport en général, euh, ça apporte énormément de choses en tout point. On grandit à une vitesse, une grande et c'est quand on commence à arriver dans des places comme celle-là, on rentre dans la sphère professionnelle. C'est-à-dire que si on y va, c'est pour tout donner. Et quand on doit tout donner pour quelque chose, pour un sport ou un travail même, euh, il faut absolument tout mettre. Il faut mentalement être prêt, il faut physiquement être prêt, il faut absolument tout donner et tout mettre en œuvre. C'est pour cela qu'on apprend énormément et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si tu veux bien, on va passer, au sujet suivant, en tout cas qui va être la partie préparation, que ce soit la préparation physique, mentale, en termes d'alimentation.
Et pour entamer en tout cas ce nouveau thème, j'ai un message vocal qui m'a été envoyé par une personne que tu as croisée sur les terrains de cross. Donc je vais te le faire écouter via mon micro et puis je te laisserai réagir à ce message. Ok. Salut Alexandre et salut Valentin. Alors c'est Jonathan de la chaîne YouTube Johnny. On s'était rencontré avec Valentin l'année dernière au terrain de motocross de Saint-Jean-d'Angély. Puis on avait passé un bon petit moment d'ailleurs. Alors justement, dans le cadre de ce podcast, je suis chargé de te poser une question Valentin. Et j'en profite pour te demander comment tu t'entraînes physiquement durant toute la semaine. Est-ce que c'est tous les jours? Principalement durant la période de sable. Et puis aussi savoir si tu adaptes un petit peu ton alimentation ou si c'est quelque chose de tout à fait normal. Voilà. Et puis, merci à toi. À la prochaine. Non, ouais, effectivement, on avait passé. C'était une période, voilà, où c'était à Saint-Jean. Ouais, je m'entraînais sur le circuit pour préparer quelques courses qu'il y avait à faire pour championnat de France élite et quelques courses autour dans la région. Et écoute, pour répondre à sa question, Alexandre, physiquement, on va parler spécifiquement pour la saison de sable. Euh, le mois de juin, juillet et août, c'est 3 mois de préparation physique. Alors, D'accord. bon, c'est vraiment le gros, c'est juillet-août, où il y a 2 mois de préparation physique intense, où la plupart du temps, les roulages moto sont peu fréquents, 1 à 2 fois par semaine maximum. Euh, Évidemment, le sport, c'est tous les jours. C'est du 7-7. On est le premier mois sur un entraînement physique foncier. Donc, on va chercher à faire grossir le cœur. On va chercher à vraiment aller faire développer le corps. C'est-à-dire qu'on va faire des longues sorties vélo, on va faire des longs footings, on va faire des longues séances de sport, vraiment pour travailler le foncier, ce qu'on appelle le foncier. Euh, le deuxième mois, ça va être de l'intensif. On va être sur des séances bien plus courtes, mais bien plus nombreuses. Donc pour faire monter vraiment en régime le cœur très très haut. Euh, Plus spécifiquement, et comme je l'ai cité, ça va être de la course à pied, ça va être du vélo de route, du VTT. Il va y avoir de la natation, il va y avoir du crossfit, du renforcement musculaire. Il peut y avoir aussi des randonnées en montagne, des stages en altitude en montagne, des randonnées en montagne, des marches en montagne. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans la préparation physique et surtout tout est bon à prendre. Toute activité sportive est bonne à prendre quand c'est géré et calé dans le programme. À partir de septembre, moi je suis dans un programme de maintien physique parce qu'après intervient le programme d'entraînement moto. Et là où les sessions moto vont être beaucoup plus fréquentes, avec 3 à 5 roulages par semaine sur moto. En fait, c'est un peu l'inverse par rapport à juillet et août. On va avoir beaucoup plus de roulages sur moto. Euh, du coup, le physique passera un peu en second plan, si je peux le dire comme ça. Ça va être du maintien. Sur machine, le programme il sera totalement divers aussi. Ça sera des longues manches, des courtes manches, toutes sortes de choses possibles pour habituer le corps et se préparer à un gros effort long euh, lors des courses. Ok. Et tout ce programme, en tout cas d'entraînement, c'est toi qui définis par avance ou tu as quelqu'un qui t'aide dans ce sens-là? Alors j'ai un entraîneur technique qui me donne des conseils, qui m'assiste, qui m'accompagne sur la moto, c'est Sébastien Sago. Euh, j'ai un préparateur physique et mental également. C'est Jean Savoca. Donc tout est organisé avec eux, tout est calé avec eux. Euh, c'est super important d'avoir les choses organisées et calées pour pas aller dans le flou et surtout bien réaliser les choses, c'est important. Pour revenir du coup, tu as parlé de préparation mentale. Comment en fait la préparation mentale, elle t'aide dans la pratique de la moto?
Dans la pratique de la moto, la préparation mentale, c'est quelque chose, et même dans tous les sports en général, c'est quelque chose qui est très très délicat. On arrive à un niveau où ça se joue à rien. On peut passer de la, alors j'y suis pas encore évidemment, mais on peut passer de la première à la 10e place en un claquement de doigts. Avec une mauvaise pensée, avec une mauvaise mise en situation, ou programmation au jour avant la compétition, ça se joue ouais, vraiment à rien. En fait, l'accompagnement mental, parce que je l'appelle comme ça, moi, l'accompagnement mental, c'est vraiment avoir une autre mécanique du cerveau. Il y a des choses qu'on aborde personnellement, parfois qui ne peuvent être pas bonnes pour la pratique d'un sport. Et l'accompagnement mental, quand on trouve la bonne personne et qu'on est réceptif, ça peut être un gros tournant dans la pratique d'un sport et donc dans l'évolution. Je sous-estimais ce côté un peu auparavant et c'est vrai que c'est incroyablement important. Est-ce que tu serait possible de donner un exercice type, par exemple, que tu pratiques ou qu'on t'a fait appliquer? Une chose simple, par exemple, j'arrive sur une piste qui est relativement dangereuse ou compliquée à pratiquer. Tout de suite, c'est la peur qui intervient. Euh, dans notre tête, on est dans le négatif, on est dans, dans la restriction, dans l'évitement de tout ça. Et en fait, une mécanique qui est très simple, c'est l'inversement. Pourquoi par exemple, en fait, on pourrait vite arriver au cheminement de se blesser, de faire des erreurs, de tomber, etc. Et en fait, la mécanique, c'est pourquoi tu tomberais, pourquoi tu te blesserais, pourquoi tu te ferais mal, avec tout le travail derrière que tu as pu fournir, avec le travail technique, le travail sur la machine, toutes ces années d'expérience, toutes ces années de roulage, pourquoi ça arriverait? Et c'est vrai que c'est des questions, c'est des mécaniques qui sont simples, mais qui finalement, quand tu es réceptif à ça, peut tout changer. Ouais, c'est vrai qu'une fois, toutes ces préparations est mis en place, c'est ça qui va faire aussi la différence, si je comprends bien. Bah, en fait, quand on a une mécanique comme ça qui est simple, qui est, qui est tout vu dans sa tête, en fait, on n'a même plus de réflexion. On est juste focalisé sur ce qu'on a à faire. Et donc, moins il y a de réflexion, plus il y a d'action. Mmh, Donc, s'il y a plus il y a d'action, ça veut dire plus il y a de choses de faites et de choses mises en place sur la machine, et donc d'efficacité. c'est vrai, c'est une belle façon de voir les choses, ouais. Moins il y a de réflexion, plus il y a d'action, plus on est performant. Et ben, plus il y a de réflexion, plus on est passif. Mmh. Moins il y a de réflexion, il y a plus d'action. Pour, ta pratique, toi, tu sais que tu t'es spécialisé du coup dans la course sur sable, mais au niveau de l'entraînement, est-ce que tu pratiques la moto sur d'autres terrains que le sable? Oui, oui, totalement. Ben, déjà, j'ai commencé au plus jeune âge sur la terre, hein, des types de terrains en motocross. Je suis spécialiste des courses sur sable, mais c'est pas pour autant que je ne fais que ça. La période de août-septembre jusqu'à février, c'est vraiment 6-7 mois consacrés qu'au- qu'au championnat de France des sables et maintenant la Coupe du Monde. Sinon, le reste du temps, il y a le, le championnat de France élite, le championnat de France national et les courses environnantes de la région. Alors, je fais pas tout évidemment parce que sinon, ça serait assez compliqué à gérer. Mais oui, oui, je roule bien sur d'autres pistes. D'accord, et à ce sujet, du coup, sur l'entraînement, en tout cas sur piste, j'ai également une question audio de la part de MX Test, qui a une chaîne YouTube, dont je mettrai également, comme l'invité précédent d'ailleurs qui est intervenu, je mettrai également les liens en commentaire du podcast. Ok, Je te pas de fais écouter souci. ça tout de suite. Alors, ma question est simple. Est-ce qu'à l'entraînement, il préfère travailler la première heure,
là où les écarts se font, là où ça va très très vite, sans trop de difficultés, ou c'est plutôt le travail de la dernière heure, pleine de trous, très physique, qu'il préfère travailler à l'entraînement. Les deux sont très importantes, donc laquelle des deux préfère-t-il travailler? Donc ça, normalement, c'est Pierrick Pagé. Alors, j'adore les deux parties. Les deux parties sont très très intéressantes à travailler. J'ai quand même un penchant. Moi, j'aime beaucoup travailler dans les trous. C'est une partie de la course qui est très 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 technique, qu'on doit aborder avec beaucoup de pincettes. Il y a la fatigue physique qui rentre en jeu, il y a la technicité à avoir sur la machine par rapport à la piste, par rapport au retardataire. C'est vraiment une grosse partie très importante et c'est la fin de la course, c'est là où on doit tout donner pour essayer de faire le mieux possible. Donc ma préférence, c'est la fin de course. Mais voilà, Dieu sait l'importance de travailler également le début de course où les places se font principalement. Très bien. Et une dernière question avant de passer au thème suivant. Là, on l'entend bien, il y a beaucoup d'entraînements tout au long de l'année sur différents, en tout cas, domaines, différentes caractéristiques que tu dois travailler. Mais qu'est-ce qui t'anime du coup chaque jour à aller t'entraîner, à aller rouler? Quel est le feu en fait en toi qui t'anime? Euh, à moyen terme, euh, c'est de devenir pilote officiel. Mon but déjà, je sais que je suis dans l'écurie, je suis dans le team pour gagner un Touquet. Mon but, premier temps, c'est de devenir pilote officiel. Après ça, une belle étape sera déjà faite et un petit rêve sera déjà réalisé. Maintenant, d'autres objectifs sont derrière sur un futur un peu plus long, mais je pense qu'il faut pas voir trop loin pour l'instant. Et puis en parler, ça serait un peu avancer les choses, alors que j'aime bien travailler dans mon. Ça marche. Bah écoute, on passe à la thématique suivante qui est du coup la course dont tu viens de nous parler, en tout cas celle pour laquelle tu t'entraînes quasiment toute la saison, qui est l'Enduropal du Touquet. Alors pour commencer, je vais lire en tout cas la description Wikipédia de l'Enduropal du Touquet. Pour ceux qui ne connaissent pas, au moins ça permet de découvrir un petit peu dans les grandes lignes. J'ai même pas, c'est vrai que voilà, je connais bien l'Enduropal et tout ça. J'ai même pas eu la curiosité de regarder la description Wikipédia. C'est vrai que du coup, je vais la découvrir avec toi. Et bah c'est parti alors. L'Enduropal du Touquet est une course motocycliste qui se déroule annuellement en début d'année depuis 1975 sur la côte d'Opale, plus précisément sur les plages du Touquet Paris-Plage et de Stella-Plage dans le Pas-de-Calais. Elle est aujourd'hui devenue la plus grande course d'enduro d'Europe et la plus longue course sur sable du monde. En réalité, cette course en ligne correspond plus à la définition de l'endurance tout-terrain qu'à celle de l'enduro. L'Enduropal s'inscrit en 2023 dans la nouvelle Coupe du monde de course sur sable, organisée par la FIM, Fédération internationale de motocyclisme. En 2024, les épreuves se déroulent les 2, 3 et 4 février. L'épreuve reine des motos, l'Enduropal, se déroule de nouveau le dimanche. L'épreuve vintage le vendredi et les quads le samedi. Et il est également interdit de s'aligner sur les deux épreuves que sont le vintage et l'épreuve reine du dimanche. Donc le vintage et l'épreuve reine, pour information du coup, c'est les épreuves moto. Et il y a le quaduro, si je me trompe pas, qui est l'épreuve quad. Exactement. Voilà. Alors, du coup, voilà, bon, tu as pu découvrir en tout cas la description Wikipédia de cette course. Mais toi, pour toi, cette course, c'est quoi? Si tu pouvais nous donner une description de cette course. J'ai jamais vraiment posé un terme sur cette course. Il y a beaucoup de termes qui me viennent à l'esprit, mais j'en ai pas un qui la caractérise complètement. Je dirais que c'est un défi personnel, je dirais que c'est une épreuve, que c'est un challenge. Il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Moi, dans mon cas, je sais que j'y vais, c'est pour essayer un jour d'être au plus haut. Donc, c'est un tout, c'est extraordinaire, c'est dur et passionnant à la fois. C'est grandiose, il y a une ambiance, une alchimie quand on est sur place qui est hors norme. Elle fait partie de la Coupe du Monde. On roule sur la plage, c'est extraordinaire. On est 1400 à rouler sur la plage.
c'est 3 heures de course, c'est long, c'est dans du sable avec des trous énormes. On sait pas où on est, mais en même temps, on sait où on doit aller. Il y a vraiment énormément de choses qui se passent en même temps. C'est très compliqué à gérer, mais c'est très exaltant aussi parce que on ressent des choses qu'on ressent nulle part ailleurs. C'est vrai que pour moi, d'un point de vue extérieur et téléspectateur, parce que je me suis jamais rendu sur place, mais je regarde quand je peux, je regarde à la télé. J'ai l'impression que pour moi, en fait, vous êtes des gladiateurs, que ce soit du départ où ça part dans la ville, où vous êtes au coude à coude pour se placer sur la ligne, parce que finalement, au niveau de la ligne de départ, comme on pourrait voir en Supercross où chacun a sa grille avec son numéro de départ, le placement, en fait, il est libre dans le sens où le premier qui arrive, il se place sur cette grande ligne de départ. Bon, la ligne est très large. C'est toute la spécificité aussi de cette course, c'est les machines sont en parc fermé depuis la veille, on les retrouve le lendemain. On ne sait pas trop comment elles sont, s'il y a des machines qui sont tombées ou pas. Enfin, sur le devant de la scène, normalement, il n'y a pas vraiment de soucis, mais derrière, pour les autres participants, c'est très souvent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ouais, les choses commencent très très fort avec le convoi dans la ville. La tension, elle est très palpable à ce moment-là. Euh, Ça se bouscule, ça se met des coups de coude, des coups de pied, il y a des regards, il y a des paroles intimidantes. C'est vraiment, c'est vraiment coton à gérer, je pourrais dire. Mais c'est en même temps ce qui fait le charme de cette course. C'est juste ouf. Et quand on arrive sur la plage, c'est vrai que là, le 4x4 se met sur la droite et c'est terminé. Il y a plus rien qui compte. Le but, c'est de vraiment avoir la meilleure place sur la grille et donc la rejoindre le plus vite possible et se placer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta moto et de des spécificités techniques qu'elle a pour ce type de course? Principalement sur ces machines-là, donc c'est une Yamaha 450 YZF. Les spécificités, bon, déjà on est sur des courses d'endurance, donc on va avoir tout de suite besoin d'un réservoir grande capacité pour avoir plus d'essence et s'arrêter le moins possible au ravitaillement. On va avoir besoin également d'une machine plus stable que sur des terrains de cross, donc avec des bras oscillants, ce qu'on appelle des offsets, toutes les petites pièces qui permettent d'avoir une assiette et une machine plus longue et plus stable. Euh, on va avoir aussi, après on rentre là dans le spécifique, mais des moteurs, des pièces spéciales qui vont nous permettre d'avoir une machine plus performante et plus puissante dans le sable, parce que c'est une surface qui prend beaucoup de puissance. Des suspensions très bien réglées également pour la surface, c'est très différent par rapport à la terre. Et après, plein de petites choses, des réglages de hauteur, de guidon, de pied. Voilà. Après, tous les petits réglages qui sont nécessaires pour bien se sentir sur sa machine. C'est qu'il y a un truc aussi qui saute aux yeux, c'est vraiment les pneumatiques. Ouais, Euh, ouais, ça évidemment, le pneumatique, c'est un incontournable sur toute surface. Dans le sable, on est sur des gros crampons disposés d'une manière bien spéciale pour brasser le sable. Euh, c'est primordial, on ne peut pas faire ça. Parce que j'imagine que suivant du coup les terrains, par exemple à la course que tu as fait le week-end dernier, puis la course que tu vas faire au Touquet, le pneumatique, lui, au niveau des crampons et tout, on est sur quelque chose de peut-être complètement différent suivant c'est quoi, suivant la dureté du sable? Niveau pneumatique, c'est vraiment, on n'est pas du tout dans la même, dans le même registre que sur le cross, hein. La gomme et tout ça, ça reste relativement le même modèle. C'est vraiment le type, le fournisseur fait vraiment un choix au niveau de la disposition et de la création de ces crampons pour vraiment avoir une osmose entre puissance et voilà, et histoire de brasser le sable. Donc c'est évidemment il y a plusieurs types qui existent en fonction des circuits, mais il y en a un quand même qui domine un peu le marché. Il y a une question qui me vient en tête, parce que souvent, que ce soit même d'ailleurs chez les pros et beaucoup d'amateurs, on voit des motos qui cassent, du coup qui sont abandonnées en bord de piste. Les motos, quand elles arrivent pour, en tout cas les top teams, les motos, elles sont neuves ou elles ont un peu de roulage? Ça se passe comment à ce niveau-là? Les machines pour l'enduropal de Touquet, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est limite des bijoux.
C'est-à-dire qu'il va y avoir une préparation complète qui va être faite dessus sur une base neuve. La moto, elle arrive neuve, il y a une préparation qui va être faite de A à Z, spécialement pour le pilote en question, et aussi par rapport aux différents points techniques à avoir et qu'il faut absolument pour l'enduropal du Touquet. Il y a simplement un roulage qui est fait entre une demi-heure à une heure quelques jours avant l'enduropal pour avoir la validation des pièces techniques et du montage complet de la machine et aussi des sensations avec le pilote. La machine ne roule pas plus de 1 heure avant l'enduropal. D'accord. Donc on peut dire que c'est une moto qui est quasiment neuve. Donc la moto, elle fait 4 heures de roulage et après, c'est fini. Ah, pour nous, oui, oui, la machine, elle fait, après le Touquet, elle a jamais plus de 4 heures. Juste un point également, la moto, au niveau de la cylindrée, c'est quel type de cylindrée que vous utilisez? Principalement dans la catégorie Rennes, en moto, c'est les 450. Et ce choix, du coup, il est dû à quoi entre 450 et 250? Qu'est-ce qui te fait que la 450 est plus performante, en tout cas, sur ce type de La terrain? 450, c'est la machine qui est la plus puissante. Une 250 4 est sur voilà, une cylindrée plus petite, un moteur plus petit, donc moins puissante et qui va moins vite, par logique. On a aussi la possibilité de rouler avec un 250 de temps, mais on est sur une cylindrée qui est complètement différente. Et il s'avère voilà, que le 454 temps est plus efficace. On peut rouler aussi avec un 125 de temps, mais c'est très 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 rare de voir ça parce que tous les concurrents qui participent à cette course savent que c'est pas large. Tout à l'heure, on parlait des machines, enfin, je parlais des machines, en tout cas, qui cassent. Il y a les machines, en tout cas, qui souffrent aussi dans cette course, mais il y a également les pilotes. Comment tu gères, toi, en fait, ton physique sur ces 3 heures de course? Donc, je rappelle, 3 heures, c'est quand même très long. Toi, au niveau de ton physique et au niveau de la mécanique de la machine? Alors déjà, en tant que pilote, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le niveau a tellement augmenté, il y a tellement de bons pilotes et d'homogénéité au niveau des pilotes qui font partie du top 10, top 15, top 20. On est sur une course maintenant qui est à niveau mondial, on peut le dire, elle fait partie de la Coupe du Monde, c'est la première épreuve de la Coupe du Monde. C'est 3 heures de course, c'est long, c'est sûr, c'est une endurance. Mais les pilotes, en tout cas pour ma part et pour mes teammates, mes coéquipiers, on se prépare, les 3 heures, on les fait en sprint. C'est-à-dire que c'est assez paradoxal parce que on se prépare pour 3 heures, on sait que c'est long, mais on donne tout de la première minute à la dernière. Donc la gestion qu'on a pendant la course, elle est simple, elle est assez simple en fait. Tout ce qu'on peut mettre, on le met. La seule gestion qu'on a, c'est le début de course. On sait qu'il faut être devant, ici on sait qu'il faut faire sa place de suite, les 45 premières minutes. Euh, et quand on commence à sentir qu'on est fatigué, on sait souvent qu'il reste pas beaucoup, qu'il reste une demi-heure, un quart d'heure. Souvent, c'est là où on met tout ce qu'on peut mettre, et même ce qu'on n'a pas, on le met, parce qu'on sait que de toute façon, en 15-30 minutes, c'est fini. Et, et voilà, donc c'est la gestion, il y en a, mais pas tant que ça. Physiquement, en fait, on met tout ce qu'on a et on aborde les choses comme 3 heures, c'est à fond et on met tout ce qu'on a. Et côté mécanique, du coup, de ce côté-là, est-ce qu'il y a une gestion à faire aussi au niveau de la moto? Ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément à l'entraînement. Par exemple, avec mon entraîneur, Sébastien Sago. Euh, si on préserve pas la mécanique, on finit pas la course. Avec tous les paramètres qu'il peut y avoir sur une course comme un Europal, euh, les pilotes en permanence, il y en a de partout. Le sable qui vole de partout, qui peut colmater les radiateurs, faire chauffer la machine. En plus de notre pilotage, il y a beaucoup trop d'éléments pour se permettre de se laisser un peu aller au niveau de la mécanique. Donc, c'est-à-dire, c'est pas toucher à son embrayage, euh, ne pas être trop violent avec la machine, ne pas être trop insistant sur certaines parties. Quand il y a des bouchons, c'est vraiment essayer de la faire refroidir.
pas toucher à l'embrayage. Beaucoup de petites choses et de paramètres à gérer qui sont importants pour terminer un enduropal. Au tout début, en parlant de la course du Touquet, tu as survolé un point en donnant le nombre de participants d'environ 1400 personnes. On va revenir sur ce chiffre-là, parce que 1400 personnes, ça fait beaucoup malgré la longueur en tout cas du circuit. Et il y a un niveau quand même qui est très disparate. Ça entraîne de nombreux dépassements. Comment est-ce que vous gérez en fait ça? Est-ce que vous avez des exercices à l'entraînement au niveau de la pratique? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour gagner du temps ou tout du moins en tout cas ne pas en perdre sur les dépassements? Alors il y a un terme que je trouve pas super, hein, c'est les poireaux. C'est vraiment les pilotes qui ont du mal à se débrouiller et à rouler de manière droite et pas trop gêner le reste. On les appelle comme ça, j'aime pas trop, mais c'est comme ça. C'est très compliqué de gérer avec les poireaux. J'appelle ça aussi des chicanes mobiles. Donc ouais, il y a plein de petits termes qui les désignent, mais c'est très compliqué. Il y a une différence de vitesse qui est hallucinante. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'enduropal, il y a tous les niveaux. Il y a des débutants, il y a des amateurs, il y a des semi-professionnels et des professionnels. C'est 1400 participants sur un circuit de 14 km. Donc j'ai envie de vous dire, 1400 participants sur 14 km, ça fait à peu près 100 pilotes par kilomètre. Sur piste, c'est délicat à gérer. Et en effet, ouais, à l'entraînement, c'est des choses qu'on fait beaucoup. Au circuit de motocross de Lune Plage, qui est réputé et nationalement connu, le week-end, les semaines avant le Touquet, actuellement en fait, euh, tout le monde pratiquement vient s'entraîner à Lune Plage. Et c'est des exercices qu'on fait. On prend notre vitesse et notre but c'est vraiment de anticiper le mouvement, le comportement des autres pilotes par rapport à notre fonctionnement à nous. Donc on va passer droite à gauche, essayer de prendre des virages hauts, redescendre pour repiquer vite. Voilà, on essaie de garder notre vitesse tout en passant entre tout le monde. C'est très complexe, c'est très très demandant physiquement et mentalement. Euh, et c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir gérer pour espérer quelque chose à l'enduropal. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner en tout cas pour ces chicanes mobiles, pour les aider en tout cas à, à me donner le meilleur d'eux-mêmes sur cette course? Les principaux conseils que je peux donner, c'est vraiment lever la tête, essayer d'anticiper au maximum le comportement, les actions de ces personnes-là. Euh, le second conseil que je peux donner, c'est essayer de le plus vite possible les passer pour, évidemment, si moins on reste derrière eux, moins le risque de chute ou de contact est présent. Donc, principalement, c'est les deux conseils que je peux donner. Après, il y a beaucoup d'impondérables et de choses qui se passent sur le moment, en fait. Donc le Touquet, c'est 3 heures de course, comme tu l'as dit, malgré un réservoir qui est quasiment doublé en termes de contenance. Ouais, c'est le cas. Donc au niveau de la contenance qui est doublée, ça nécessite quand même du coup des arrêts au stand. Sur un ravitaillement, combien de temps ça dure? Quelles sont les personnes en tout cas qui sont à même de pouvoir t'assister sur ce ravitaillement? Et qu'est-ce que toi, tu fais au moment du ravitaillement? Le ravitaillement, c'est un moment qui est très court pour nous, les pilotes, et pour l'équipe aussi. C'est le team qui gère la réception de la machine, qui fait le plein d'essence, qui check visuellement si rien n'est endommagé par un contact avec un autre pilote ou une chute. C'est aussi l'occasion de checker les radiateurs s'il n'y a pas de sable colmaté, que ça fait pas chauffer la machine. Voilà. En gros, c'est un peu ce qui se passe principalement pour la machine. Euh, Moi, de mon côté, mon seul objectif, c'est changer de paire de lunettes, prendre la nutrition dont j'ai besoin et repartir. C'est c'est très court, ça dure 15 secondes, et en 15 secondes, tout ça est fait, donc c'est quelque chose qui passe assez vite et qui doit être surtout bien réalisé. Et juste pour revenir sur le point au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que toi tu prends en termes d'alimentation pour garder le maximum en tout cas d'énergie sur ces 3 heures de course?
Ah, mais ça, c'est les petits secrets de chaque pilote. Donc, moi, c'est une nutrition qui me permet, voilà, qui me permet de garder un peu la forme. On va appeler ça comme ça. En tout cas, c'est pas un petit bout de banane ou un bout de biscuit, quoi. C'est ciblé. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ce point-là au niveau de la préparation, que ce soit physique ou mentale. On n'a pas parlé de la préparation au niveau de l'alimentation, la nutrition. Toi, tu es suivi par un nutritionniste à ce niveau-là? Non, moi, j'ai pas de nutritionniste, j'ai pas de personne qui s'occupe de ma nutrition. Euh, je sais que Je le sais. J'ai surtout eu les conseils de mon préparateur physique et mental qui a quelques contacts et surtout quelques diplômes là-dessus au niveau de la nutrition. Euh, Ce qui est important, c'est avoir une alimentation complète en énergie. Je sais que je me prive de pas beaucoup de choses à mon niveau. Je me prive de pas beaucoup de choses. Évidemment, je vais pas manger de frites, évidemment, je vais pas manger de choses dans ce genre. C'est pas pour autant que je m'en prive. Je peux en prendre une, deux fois par mois. Voilà, j'ai le droit d'en manger, mais à très petite quantité. Mais surtout, il faut avoir une alimentation complète en protéines, en légumes, en lipides. Il faut avoir avec des féculents, voilà, tout ça. Il faut avoir des assiettes complètes avec au minimum des légumes, de la protéine et et des féculents à chaque repas. C'est important pour avoir une alimentation régulière et équilibrée. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, je sais que voilà, mon coéquipier Nico Potisek est très à cheval là-dessus. Il faut vraiment donner ce qu'il faut au corps et pas en avoir de trop pour être au moment où il le faut, avoir un corps qui répond pile comme on le veut. D'accord, très bien, ouais, ouais. Donc là, c'est bon, c'est propre. En tout cas, toi, tu arrives à bien te connaître et là-dessus à faire tes propres choix au niveau, en tout cas, de nutrition. Et ben en fait c'est ça, c'est surtout ça. Je sais que déjà moi je suis pas très friand, voilà, de tout ce qui est un peu gras. Voilà. Moi vous me mettez une pizza et une big salade composée, je préfère la salade. C'est naturellement, c'est comme ça. Évidemment de temps en temps je me pète une pizza, j'adore ça. Mais mais voilà, je me connais, je sais comment je dois m'alimenter pour avoir toute l'énergie nécessaire et je ressens pas le besoin personnellement pour l'instant d'avoir un nutritionniste. Évidemment, avec le temps, je pense qu'il va falloir vraiment être très précis sur l'alimentation. Je le suis un peu déjà, mais passer un gros cap sur la nutrition, je pense que dans quelques années, ça va vraiment être un critère à aborder pour exceller. Là, on s'approche en tout cas de la fin de cet épisode. On va passer un petit peu sur la partie plus vraiment objectif. Toi, est-ce que déjà tu peux nous rappeler ton nombre de participations que tu as eu au Touquet, l'Enduropal du Touquet, et la meilleure place en tout cas, à laquelle tu es figuré sur cette course? J'ai participé 2 fois à l'Enduropal moto, donc la course de 3 heures. Après, évidemment, j'ai fait toutes les petites catégories. Espoir, minime, cadet, junior. Au total, si je me trompe pas, j'ai participé 10 fois à l'Enduropal du Touquet, toutes catégories confondues. Ta meilleure place du coup, à laquelle tu as figuré sur ces courses, en tout cas au moins les 2 dernières. Après, je sais que tu nous as dit que tu avais gagné en junior. Ouais, j'ai été champion de France junior, 125 cm3. J'ai fini troisième en 250 cm3. Et bon, pour moi, voilà, je suis sur l'objectif de la grande course. Mon meilleur résultat pour l'instant, c'est 9e dans la course moto. Pour la course du coup édition 2024, est-ce que tu as un objectif que tu aimerais atteindre? Alors j'ai l'objectif officiel et j'ai l'objectif officieux. Ah, Euh, l'objectif officiel, les deux m'intéressent, moi. l'objectif officiel, étant donné qu'on est sur une course maintenant qui est mondialement connue, mondialement réputée, qui est une Coupe du Monde. Il y a des pilotes qui viennent de partout. Il y a des pilotes de Grand Prix, il y a des des pilotes spécialistes de toute discipline. C'est vraiment une course que tout le monde intéresse. Et
moi, réitérer un top 10 cette année, ça serait très très intéressant. Ça permettrait de valider une belle place au championnat aussi. Après, officieusement, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien travailler dans l'ombre et j'ai ma petite idée en tête. Donc ça se rapproche un peu plus haut du panier, mais je vais rester discret là-dessus. On en reparlera en tout cas dans la partie 2, si tu veux bien. Écoute, ça sera fait, donc oui, évidemment. Là, il y aura plus au moins de... Il n'y aura plus de tabou. Il y aura pas de tabou, pas besoin de se cacher. Je voulais déjà surtout te remercier en tout cas d'avoir répondu présent et pour cet épisode qui, à mon sens, est très intéressant pour les pratiquants en tout cas de moto ou non, juste pas même passionnés de sport ou autre. Je pense que tu as pu délivrer en tout cas de beaux messages et nous faire partager ta passion. Je voulais également remercier les personnes qui ont posé des questions sur les réseaux auxquelles j'ai intégré directement en fait parmi mes questions sans pour autant les citer, et également les personnes qui ont fait des messages audio qui ont su répondre présent malgré un petit peu le délai limite et le fait que on ne se connaissait pas en tout cas avant et que j'ai pas de contact dans ce domaine, dans ce milieu du sport mécanique et encore moins la moto. Donc voilà, je voulais vraiment remercier en tout cas toutes ces personnes et toi en particulier également, d'avoir pris de ton temps pour nous partager tout ça. C'était avec plaisir. On est tout le temps un peu à la tête dans le guidon, comme on pourrait dire, et c'est vrai que quand on repense un peu aux fondamentaux, c'est une passion avant tout. Alors évidemment, j'aspire que ce soit mon job, voilà, que ce soit ma passion qui devienne mon job, mais à la base, c'est un plaisir, et en parler, ça fait partie du plaisir. J'aime beaucoup partager euh, ce que pourrait être ma vie, ce qui est ma vie. Donc voilà, c'est avec plaisir que j'ai répondu à ta demande et avec plaisir que je ferai l'épisode après le Touquet. Donc en tout cas le rendez-vous est pris. J'ai pour habitude en tout cas de finir mes épisodes du podcast en laissant la parole à mon invité sur le sujet qu'il souhaite. Tu as carte blanche. Tu veux parler de peut-être passer un message pour des personnes qui auraient eu comme toi une passion et peut-être qui n'osent pas se lancer dedans, ou voilà. Après, ou un message par rapport à des futurs participants du Touquet. Libre à toi. Tous les sujets sont possibles et puis comme ça on terminera cet épisode sur ça. Bah, et écoute, moi j'ai quelque chose qui me vient en tête. Voilà, l'intitulé de là du coup de ton compte Instagram et de tout le reste, c'est la joie des sports. Moi, ce que je peux donner comme vécu personnel, euh, quel que soit le sport, quelle que soit la situation dans laquelle on est, quelles que soient les possibilités et, et l'avenir qu'on croit qu'il y a devant nous, il faut absolument tout tenter, parce que tout est possible. Je dis ça parce que personnellement, au début, j'étais vraiment dans une situation assez compliquée, on va dire, je dirais pas mis à l'écart, mais pas dans la lumière. Voilà, ça c'est le terme. Pas dans la lumière. Je faisais mon petit truc dans mon coin, j'essayais d'évoluer. Et à un moment, j'ai eu une petite opportunité que j'ai saisie. Et depuis, les choses vont vitesse grand V. Donc moi, mon petit côté moraliste que je peux dire du haut de mes 21 ans, c'est quel que soit le sport, quelle que soit la situation, quelle que soit toute l'atmosphère dans laquelle vous êtes, tentez tout ce que vous pouvez tenter parce que ça peut fonctionner. Et, et derrière, on peut que être fier de ce qu'on fait. Donc ça me paraissait plutôt cool de le partager. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.